Alors, si le gouvernement français se mettait à dire autre chose et à dire, écoutez, bon, cette guerre, on a un peu sous-estimé l'adversaire. Bruno Le Maire a été un peu hâtif à déclarer quelques jours après l'invasion que les sanctions allaient désintégrer l'économie russe. Il s'est trompé. Peut-être qu'il serait temps de réfléchir à la réalité du potentiel russe, d'essayer de comprendre pourquoi le reste du monde, hors de l'Occident étroit, pas simplement la Chine, mais l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Iran, pourquoi tout le monde, en fait, implicitement, est du côté de la Russie. Et peut-être que maintenant, la bonne attitude, si vous voulez me faire parler du gouvernement français, je peux faire des suggestions, mais je ne partirai pas de ce qu'a dit Macron parce qu'il n'y a rien dedans. Je dirais qu'il serait bon que le gouvernement français commence à réfléchir à une façon de sortir de cette crise pacifiquement, en commençant à négocier avec les Russes, en accord avec l'Allemagne, d'aider l'Allemagne à se dégager des tentatives américaines de la détruire. Il y aurait 1000 choses à faire. Donc, mais honnêtement, fait le contraire de ce qu'elle fait. Donc, voilà, en résumé, vous dites la France se trompe sur toute la ligne. Elle se trompe sur toute la ligne, et en plus, ça n'a aucune importance, car ses capacités d'exportation d'armes sont très limitées. Mais j'en suis navré en tant que citoyen français. Mais là, je suis historien, je ne suis pas citoyen. Oui, mais alors, en étant les choses, parce que là, on parlait tout à l'heure de guerre mondiale, mais vous parlez du nihilisme américain, et vous ajoutez dans un chapitre la preuve par Gaza. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fond? C'est-à-dire que, regardez, vous êtes dans la situation d'un type qui est replié dans sa chaumière bretonne et qui met le point final à un livre sur le conflit ukrainien. Et vous êtes confronté... Il est là, le bouquin. Voilà, c'est très gentil. Vous allez nous parler de la conclusion du livre. Voilà. Et vous êtes confronté aux événements de Gaza. De 7 octobre, donc, l'attaque terroriste. Et c'est juste impossible de ne pas regarder, de ne pas en parler. En plus, ça m'est personnellement pénible parce que je suis d'origine juive et bretonne et anglaise. Mais d'un autre côté, il n'était pas question pour moi, je veux dire, de partir sur le problème de Gaza, comme je ne partirai pas sur le problème de Macron. Donc, j'ai tiré quand même de ces événements les premières réactions américaines. Les premières réactions américaines aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script qui s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez, tout ça a été fait, vous dites, pour parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable. En fait, la conclusion du livre est bizarre pour un livre de prospective. Je veux dire, comme on ne peut pas prévoir les réactions américaines, tout est possible. Vous admettez, pour un prospectiviste, terminé par tout est possible. Et ce qui est passé à Gaza, c'est ça, vous dites, au fond, et à Gaza, on a eu la preuve, préférence immédiate pour la violence. Immédiate.
C'est-à-dire, au fond, le soutien à Israël. Oui, mais les gens oui. pensent que c'est le soutien à Israël. Mais moi, je pense qu'à un niveau... Mais les Américains se contrefichent d'Israël. Ils n'ont pas du tout d'idée de la réalité de la société israélienne. Ils ne voient pas du tout qu'en Israël, il y a 1 million de citoyens israéliens qui sont en fait d'origine russe. Ils ne voient pas qu'en Russie, il y a 100 000 citoyens israéliens, qu'il y a des liens humains entre la Russie. Ils se contrefichent de la réalité humaine d'Israël. Mais ce qu'il y a chez les États-Unis, c'est, je pense, une préférence pour la guerre. Oui, mais alors ça va mener à quoi? Ça, au fond, vous dites, vous, la perspective, c'est quoi? C'est qu'au fond, le conflit va s'éterniser. Là, ça dépend de nous. Le problème, si vous voulez, si vous faites de la géopolitique mondiale, est-ce que est-ce que vous pouvez raisonnablement arriver à la conclusion que c'est les plus petits États, quelle que soit la complexité de leurs problèmes, qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est l'Ukraine qui décide de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est Israël et Gaza qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est même la Russie qui décide de l'avenir de l'humanité avec sa population de seulement 145 millions d'habitants et qui décline? Non, c'est l'Amérique qui est au-dessus de 330 millions d'habitants. Elle dépend pour son approvisionnement d'un commerce extérieur complètement déséquilibré. Elle est complètement agitée. Et je dis que maintenant, ce sur quoi il faut réfléchir de toute urgence en Occident, parce que c'est ça notre défaite, c'est le déclin de l'Amérique. Et je le dis très clairement dans le livre, notre problème, dans notre perception de l'Amérique, c'est qu'au fond, on aime l'Amérique. On est né avec... Moi, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. L'Amérique a sauvé ma famille. Et c'est pour ça que je mets au centre de l'analyse des États-Unis cette notion de nihilisme. Nous devons, de toute urgence, pour voir le monde tel qu'il est, et penser notre politique extérieure, la première chose à faire, ce n'est pas du tout de s'exciter sur la Russie, je dirais. Ça n'est même pas de prendre sans réfléchir des mesures concernant l'Ukraine, c'est de progresser le plus vite possible vers une vision correcte de la réalité des États-Unis. Mais on peut... Oui. Si vous voulez, il suffirait de remplacer, vous voyez, partout des couvertures de journaux, la menace Trump, la menace Trump, la menace Trump. Mais Trump, c'est l'Amérique. Pourquoi les gens ne titreraient pas la menace américaine, simplement? La menace américaine. Et de voir simplement Trump comme un symptôme parmi d'autres, et Biden comme un autre symptôme, parce que ce qui est tout à fait déséquilibré dans ces analyses, c'est qu'on pose tout à fait... Après d'hésitation, je suis d'accord, Trump est une menace, il n'y a pas de problème. Mais les démocrates aussi sont une menace. On nous dit Trump ment tout le temps. Mais les démocrates aussi mentent tout le temps. Le Parti démocrate est totalement corrompu, il n'a absolument rien à envier aux républicains. C'est ça notre priorité. Oui, mais vous pourriez voir aussi des unes de magazines, et on en voit, la menace de Poutine. Non. Est-ce que pour autant on peut voir que Poutine serait une force de paix? Parce qu'à un moment donné, Poutine a voulu dire qu'il était une force de paix. Vous dites à cause des Américains, Poutine est apparu, notamment au Proche-Orient. De toute façon, oui, tout à fait. Mais je ne dis pas ça pour des raisons. Je suis démographe. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Institut national d'études démographiques. Donc j'ai une grande attention aux masses physiques, au potentiel des populations. Et les populations déclinantes, et qui risquent de décliner très vite dans leurs classes d'âge les plus jeunes, comme la population russe, ne peuvent pas être impérialistes, tout comme la population japonaise décroît, tout comme la population chinoise décroît, tout comme la population allemande est très menacée, qu'on pense par l'immigration. Donc la menace, c'est l'impérialisme américain? C'est même pas l'impérialisme. Parce qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Amérique était repassée en mode défensif. Le problème, c'est les déséquilibres internes de la société américaine. La Russie n'a pas les mains. Je peux dire des choses très brutales, pas cruelles, mais brutales. Je veux dire, la théorie, je dirais, militaire russe a changé au troisième millénaire. La vision post-stalinienne de la Russie était un pays dont la population croissait très vite, qui était prête à sacrifier des hommes. C'est ce qu'elle a fait
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, elle nous a sauvés en faisant ça, bien que ça ait été le stalinisme. Et donc, dans ce contexte qui s'accompagnait d'une supériorité absolue en moyens, en tanks, matériel militaire et autres, la doctrine stratégique russe, soviétique à l'époque, excluait des usages, un premier usage de la force nucléaire. Maintenant, la doctrine militaire russe a changé. Ils disent, si on regarde les masses démographiques et militaires, on est tout à fait inférieur à l'OTAN. Il est une agression ou une attaque de l'Ouest par la Russie est tout à fait exclue. La doctrine militaire russe, elle est purement défensive. Mais ils disent, et j'espère, Bruno Le Maire s'est trompé sur l'effet que SWIFT, le décrochage de SWIFT pourrait avoir sur les banques russes, mais j'espère que nos gouvernants sont au courant ou à jour sur la doctrine militaire russe actuelle. La doctrine militaire russe actuelle dit que, compte tenu de la supériorité en masse d'hommes, de démographie, etc., des pays de l'OTAN, si le territoire, si la nation et l'État russe sont menacés, nous nous autorisons à des premières frappes nucléaires tactiques. Voilà. Donc en fait, quand on est confronté à une doctrine qui est en fait d'une telle clarté et qui est tellement évidemment défensive, je veux dire, toutes ces visions d'une Russie qui veut envahir l'Europe, mais je veux dire, on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données, je veux dire, qui compulsent un peu les statistiques démographiques mondiales, qui regardent l'évolution de la population russe. Je veux dire, pour dire que la Russie va envahir le monde, il faut être, je ne sais pas, dérangé. Merci.